Chers amis, et bienvenue à la Maison Russe à Bruxelles, sa plateforme virtuelle. Наша виртуальная площадка сегодня традиционно, с большим удовольствием отдается вечеру с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге. Notre plateforme virtuelle aujourd'hui, avec beaucoup d'honneur, est octroyée à la soirée de l'Ermitage online, en ligne. Et je présente avec mon plaisir et ma reconnaissance notre guide d'aujourd'hui, spécialiste en histoire de l'art, Madame Светлана Альмезова. Я с большим удовольствием представляю нашего собеседника сегодня, искусствоведа Государственного Эрмитажа Светлану Альмезову. Здравствуйте, Светлана. Добрый день, добрый вечер. Итак, сегодня наш вечер посвящен одному из величайших художников XX века. Bonjour, bonsoir. Donc, cette soirée aujourd'hui est consacrée au peintre, à l'un des plus grands peintres des arts occidentaux, c'est Pablo Picasso, qui a vécu une très longue vie, 91 ans. Il a travaillé toute sa vie jusqu'au bout. Et en même temps, en Russie et à l'Ermitage en particulier, il y a une collection de peintures Picasso et ce sont les peintures qui ont été créées avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, parce que les collectionneurs russes étaient intéressés, même malgré le fait que c'était la période précoce de Picasso, c'était justement la période qui est très importante pour comprendre ses créations et pour comprendre en fait les beaux-arts occidentaux en général. Mais avant qu'on commence à voir l'exposition d'état-major, on va voir une exposition consacrée à Pablo Picasso. Bonjour, chers spectateurs. Donc, le sujet est vraiment très compliqué et comme on parle de Picasso, ici, je voudrais vous expliquer comment la création de la collection de ces peintures a été créée. Donc, toutes ces peintures ont été achetées par un collectionneur qui est très connu aujourd'hui. C'est Sergei Shukin qui est très connu aux amateurs de la peinture française. Shukin avait un œil particulier, il avait des intuitions, il ressentait non pas seulement le futur de peintre, mais également les processus artistiques, si on peut le dire. Naturellement, que les goûts de Sergei Shukin changeaient pendant toute la période de sa collection, c'était environ 30 ans, et en même manière que les beaux-arts, la peinture française changeait. Et cette collection d'aujourd'hui, ce sont ces changements dans ces collections, si on peut le dire. Tout d'abord, il collectionnait les impressionnistes, dont Claude Monet, qui était son peintre préféré. Ensuite, il y avait des peintures de Cézanne, Van Gogh et Gauguin. Et à partir de 1809, Shukin intéressé par Matisse, Pablo Picasso et André Derain. Donc, c'était impossible de Shukin pour ne pas collectionner Picasso parce que c'était un peintre le plus courageux de l'époque et il a créé quelque chose qui n'avait rien été créé par personne d'autre et donc il réagissait très vite au changement et pendant la période du cubisme dont on va parler aujourd'hui, Picasso a créé la plupart de ces natures mortes. Et je voudrais également dire quelques mots et rappeler qu'est-ce que c'est ce genre de la nature morte.
C'est un genre qui est considéré comme l'un des plus simples. C'est la représentation de la nature, des objets. Et donc, ces choses-là sont peintes de près et on le regarde comme en face. Et pour vous expliquer plus simplement, si par exemple on voit des fleurs dans la nature, ça va être un paysage. Et si on voit les fleurs dans un vase, ça va être considéré comme une nature morte. Donc, la nature morte, c'est un genre le plus facile pour le peintre. Et donc, l'âge d'or de la nature morte, c'est le XVIIe siècle. Après les peintres hollandais, je voudrais rappeler les mots de Monsieur Bonin, un historien d'art qui était très connu. Donc, il disait que de la nature morte hollandaise, c'est très facile d'enlever un objet, de le ressentir, de le voir. Donc, ça peut être un bol, ça peut être une fragilité d'un verre. On peut le voir, mais tout cela, c'est la continuation d'une tradition euh, qui suit l'époque de Renaissance, où la peinture a été considérée comme une fenêtre dans le monde et ses miroirs et ses réflexions devaient être même plus beaux que la réalité elle-même. Et encore, regardez une fois cette peinture, les Hollandais, ils portaient beaucoup d'attention justement aux objets matériels pour voir en fait, comment est fait cet objet. Donc, il utilisait les contrastes. Par exemple, il y a un verre pareil avec cette cruche en métal. Picasso, je vais vous montrer plus tard, utilise cette même tradition de comparaison dans ses natures mortes. Et vers le 19e siècle, progressivement, dans sa dernière partie, les tâches pour la nature morte changent et il devient le champ pour les expérimentations, ce qu'on peut voir dans les natures mortes de Paul Cézanne déjà. On peut voir par exemple la nature morte avec les draperies. Malheureusement, on ne peut pas les voir maintenant en même temps parce qu'il y a de grands espaces entre ces peintures dans nos salles. Cézanne, c'est un peintre qui a beaucoup de logique. Il choisit bien les objets. Il voit les bases initiales des objets. Sur la table, on voit les oranges, on voit les citrons, les pommes. Et on peut comprendre que ce sont exactement ces fruits par leur couleur, mais ils ressemblent surtout aux billes de billard. Et Cézanne, de cette manière, nous rappelle les bases initiales d'un objet. Ici, on connaît cette phrase bien connue. Euh, donc, euh, on a dit que chez Cézanne, tout est fait à la base d'un rond, d'un un cône. Et après, on peut rajouter des choses et recréer des objets sur la nature morte. Et donc, et on ne doit pas avoir trop d'objets sur la peinture. On doit bien distinguer chaque objet, on doit bien le reconnaître. Et la profondeur de la nature morte, c'était quelque chose qui intéressait Cézanne. C'est un point de vue flottant. Ici, si on regarde cette toile, ce que vous voyez sur l'écran, et nous voyons la cruche de manière frontale et on regarde la table au-dessus. Donc, ça crée une bonne dynamique. Et donc, Picasso utilise ce genre de manœuvre dans son travail. Donc, regardons notre première nature morte. Et c'est pas par hasard que je commençais à parler de Cézanne parce que le cubisme est considéré comme un art qui est séparé en quelques étapes, et dont la première s'appelle l'étape de Cézanne. Donc, ça commence environ 1909. Et donc, pendant cette période-là,
en 1908 a été créée cette nature morte que vous voyez sur l'écran qui s'appelle le bol et le bidon. Et donc Picasso utilise ici une méthode de composition qui est utilisée pour la nature morte où on distingue, on met en avant l'objet principal autour duquel on met tous les autres objets. Et donc, ces objets se ressemblent beaucoup par leur forme et donc on peut comprendre la logique de cette composition. Mais ce qui a été souligné par les Hollandais, donc les factures, les matériaux en lesquels sont créés ces objets, donc ici on ne peut pas retrouver chez Picasso. On ne comprend pas de quoi sont faits ces objets. Peut-être qu'ils ont fait en bois ou en métal. Et même, mais la géométrie devient beaucoup plus aiguë par rapport à Cézanne. Et cette simplicité semblable des objets, des formes, elle n'est pas ici par hasard. Et c'est lié à la recherche de nouvelles ressources d'inspiration. Pendant longtemps, la base pour les peintres était les arts antiques. Et ensuite, ces idées d'antiquité ont été renées pendant la période de la Renaissance. Et donc, c'était quelque chose qui a été utilisé jusqu'au bout, cette tradition. Et donc, on essaie de chercher de nouvelles inspirations, de nouvelles dont devient les arts des tribus primitives, des masques africains, les sculptures africaines et des arts en fait anciens. Et donc, c'est quelque chose sur quoi on peut se reposer. Et ici, on peut se souvenir de cette toile, Les filles d'Avignon de Pablo Picasso que vous allez voir sur l'écran. Et donc, on va ensuite passer dans la deuxième salle. Donc, cette toile, ce n'est pas le cubisme, c'est un autre genre de création parce que Picasso rejette en fait beaucoup de choses ici. C'est par exemple l'idéal de la beauté féminine. Vous voyez ces corps féminins qui sont comme faits d'un carton, comme faits du bois. Il n'y a pas de l'esthéticité de beauté du corps humain et même les visages nous rappellent des masques. L'arrière-plan et les corps sont dans le même espace. Et donc, dans ce travail, on ne retrouve pas la profondeur de l'espace aussi. Donc, le marchand de peinture de Pablo Picasso a vu dans cette toile que c'est comme un combat avec tous les problèmes en même temps qui est représenté sur cette toile. Et dans la deuxième salle, on peut voir plusieurs autres natures mortes de Pablo Picasso. On peut retrouver cette tradition de Cézanne et ce désir de revenir à cette forme brutale. Donc ici, nous voyons la toile au centre qui s'appelle, en fait, non, pardon, à gauche, qui s'appelle un bol vert et une bouteille noire. Donc, les faces, en fait, les ongles sont assez aigus et la bouteille est mise de cette manière pour, en fait, faire une comparaison avec le bol. L'arrière-plan est très colorié. Il est beaucoup plus, en fait, flashy que les couleurs des des objets même, ce qui est assez rare. Ici, on peut parler d'un aspect de peintre. À l'époque,
bien sûr, les formes étaient plus importantes que les couleurs dans une peinture. Et ici, si on regarde avec plus d'attention l'arrière-plan, ces manières de peindre est faite euh, en fait comme Cézanne peignait. Cézanne, donc c'est la manière de peindre et nous rappelle Cézanne. Et donc la même peinture de la période de Cézanne, donc c'est le bol, le verre et le livre. Encore trois objets et donc notre œil peut capter très rapidement les formes de ces objets. Et donc Picasso était très intéressé de voir une autre optique de vue parce qu'on voit à travers le verre, le bol, mais les objets encore sont très rustiques, même brutaux. Et donc, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est comme livre et s'il n'y a pas de nom, on ne voit pas de nom, il n'y a pas d'auteur, on ne comprend pas en quoi est fait en fait, euh, la couverture de ce livre. Et donc, ce livre crée un espace elle-même. Et au centre, on voit la nature morte, le vase avec des fruits. Et dans ce cas, retrouver l'influence de Cézanne qui avait cette manière à lui de construire la nature morte. Nous voyons l'objet dominant, c'est le vase rempli avec des fruits. On peut y voir des poires. Et à côté de ce vase, on peut aussi voir des poires qui sont posées. Et si on retourne ces poires, ils vont nous rappeler la forme d'un verre. Et la même chose, on peut dire de ce vase. Donc, on essaie de créer un équilibre entre la partie gauche et la partie droite dans cette nature morte. Ici, je voudrais vous expliquer ce que je voulais dire par le point de vue flou. Quand des objets différents sont montrés de points de vue différents. Donc, les poires sont peintes de manière frontale. On les voit au-dessus. On peut voir tout ce qui est dans ce bol avec les poires. Donc, toutes ces natures mortes ont été créées environ pendant la même époque, mais Picasso était un peintre étonnant. En fait, ces pensées, on peut les rassembler avec des feux d'artifice. Quand d'une pensée, on retrouve un vrai feu d'artifice de plein d'idées. Une autre étape qui s'appelle le cubisme analytique. Dans ce temps, les formes commencent à se diviser, à se dissiper. C'est environ 1909-1912. Il n'était pas ce genre de toile radicale de Picasso parce que dans ces toiles, il est difficile de reconnaître un objet. Et Picasso lui-même disait que ces peintures de cubiques nous rappellent des miroirs brisés, brisés en 1000 morceaux. Et les objets ont été également brisés en morceaux. Et le public n'a jamais aimé le cubisme, ne l'acceptait pas, comme il aimait l'impressionnisme, par exemple, parce que notre œil ne voit pas les objets de la même manière. C'est très difficile pour notre œil de voir ce genre, d'observer ce genre d'objets, parce qu'on veut reconnaître les objets. On veut retrouver une table parce qu'on sait à quoi ça ressemble. On veut reconnaître un arbre parce qu'on sait à quoi ça ressemble. Et si on a reconnu quelque chose dans ce genre de toile, après on peut avoir de doutes et ça crée le sentiment d'être mal à l'aise. Et ce que je viens de vous dire, c'est n'est
pas vraiment quelque chose qui peut être directement lié à cette toile parce qu'on peut quand même reconnaître les formes. Cette toile s'appelle la table dans un café et on peut y voir une bouteille d'absinthe et un verre de vin. Et sur le verre, on peut voir une petite cuillère avec du sucre. On mettait de l'eau dans le verre et on y mettait de sucre pour le remuer avec de l'absinthe. Et donc, ici, avec les segments, dans cette toile, on peut comprendre la transparence du verre et la transparence de la bouteille. On peut voir quelques formes, les trapèzes qui sont ouverts et la lumière est différente. Chaque partie peut être différente de l'autre. Il n'y a pas de logique commune. Il n'y a pas cette compréhension que ces objets sont en fait éclairés de la même manière. On n'a pas cette impression de la lumière qui éclaire de la manière égale. Et comme on a vu la nature morte hollandaise, je disais que les Hollandais aimaient bien comparer les matériels. Et dans ce cas, Picasso aussi compare les objets. Il compare le verre et la bouteille avec la surface de la table. C'est le bois qui est assez dur. Et ici, on voit que le peintre crée le relief avec une brosse à cheveux. Donc, c'est une astuce qui a été utilisée par les peintres quand ils utilisaient la manche de leur brosse pour créer des traits sur la peinture non séchée. La table même est montrée pratiquement verticalement, mais peut-être les objets ne tombent pas parce qu'ils sont ancrés par leur réflexion dans la surface de la table. Ici, on peut retrouver aussi un texte de lettres dans cette nature morte. Dans quelques cas, Picasso écrit des lettres, dans certains cas, utilise les trafarets. C'est comme une charade pour lui qu'il faut résoudre par le public. On peut ici comprendre qu'il y a un mot café qui a été écrit, donc ensuite écran et une partie de mots qui ressort de la toile. Et ces lettres sont écrites sur un verre de la fenêtre de ce café. Et la table est posée à côté de la fenêtre. Donc, c'est une autre idée qui a été proposée par Picasso. Derrière ces lettres, une image est née. C'est l'image de la ville, qui est une ville très bruyante, industrielle, avec des foules de gens, avec des publicités, avec des journaux, avec des cafés, avec leur publicité. Donc, de cette manière succincte, on peut créer une image qui est créée chez Picasso, parce que il est difficile dans notre collection de parler du cubisme analytique. Donc, le cubisme synthétique, c'est la dernière étape du cubisme. 1912 et fini en 1915 environ. Et on croit que
les femmes qui étaient avec Picasso ont influencé ses peintures. C'était difficile de l'influencer directement, mais le fait que ces femmes étaient ses muses, c'est sans aucun doute était le cas. Et donc, Picasso a fait connaissance avec Marcel Imbert, qu'on peut voir sur cette photo où il est habillé en kimono japonais. Avant elle, sa compagne était Fernanda Olivier. Et donc, Gertrude Stein a écrit sur ce couple dans son autobiographie, dans son livre. Elle écrivait que Fernanda était très belle, très grande. Elle savait comment attirer de l'attention. Elle était au courant qu'elle était belle. Marcel, par contre, était pas très grande. Elle était modeste. Elle ne se considérait pas comme une belle femme, mais elle a créé autour de Picasso une atmosphère du calme et du silence, en fait, une atmosphère de famille. Et Picasso l'a mené à Barcelone, elle l'a en fait présenté à ses parents, mais son histoire n'a pas duré longtemps, seulement 4 ans, parce qu'après, elle est morte de la tuberculose. Et donc, Picasso l'appelait Ève parce que pour lui, elle était la seule femme au monde. Et il l'appelait Ma Belle aussi, parce qu'il existait une chanson à cette époque, Manon, Ma Belle, mon cœur se réjouit de te voir. Donc, cette phrase, on peut la retrouver. Pendant l'été 1912, ils vivent à Sourgues et Picasso peint les instruments de musique. Il a écrit plus de 15 toiles avec les instruments de musique. Donc, ici, on peut voir une de ces toiles qui a été faite dans un cadre ovale qui est assez inhabituel. Donc, Georges Braque et Pablo Picasso étaient les créateurs, les fondateurs du cubisme. Ils disaient que justement, est difficile de remplir ces peintures. Si le cubisme analytique, c'est de séparer et diviser l'objet en facettes, en parties, dans ce cas de cubisme synthétique, l'objet est divisé en formes plus grandes et la tâche du public, c'est de les assembler, ces formes, pour créer un objet. Il faut aider le public et le public doit comprendre quel objet il faut rassembler et pour cette raison, les instruments musicaux sont utilisés. Dans cette nature morte, on voit les 3 objets principaux. En haut, on voit le violon en blanc. Et à droite, c'est la mandoline en vert foncé, en bleu foncé. Et donc, ces instruments musicaux peuvent être reconnus grâce à leurs détails. À droite, on peut voir en fait le tronc de la mandoline. Ensuite, en haut, on peut voir la forme du violon. Et ensuite, on voit les trous de la mandoline, le trou de résonance et de la guitare aussi qui est à gauche. Donc, le public doit réunir tous ces morceaux pour créer un objet entier. Et donc, dans cette période, on utilisait également les techniques de collage et on utilisait les reliefs. Le relief, c'est le plâtre avec les sciures de bois qu'on peut voir ici au-dessus qui utilisait cette technique. On considère qu'elle était... en fait, on considère que cette partie était rajoutée plus tard, après la création. On peut retrouver les notes dans cette peinture. Et donc, il y a aussi la peinture peinte qui on peut retrouver sur la peinture. Donc, c'est comme un retour vers la réalité. Donc, c'est une réalité de la période
synthétique, du cubisme synthétique qui revient dans les peintures de Picasso. Il y a Guillaume Apollinaire qui disait qu'on peut peindre avec ce qu'on veut. On peut utiliser les timbres, les cartes de jeu, des parties de plastique, même les bocaux, en fait, les verres d'avant. Et donc, cette phrase est vraiment, nous explique vraiment ces collages dans les peintures. La deuxième peinture qui suit le sujet des instruments musicaux, c'est euh, le, la toile qui nous montre en fait la guitare et le violon. À l'horizontale, on voit cette ligne de bordure dont le dessin est bien accordé avec les instruments. Et donc, les formes de ces objets, on peut les retrouver, par exemple, avec en fait, dans le violon. Ça nous rappelle ce désir enfantin de déassembler un objet. Ce sont les enfants qui aiment bien de déassembler un objet pour comprendre en quoi il est fait. D'où vient le son? On peut voir ces objets différemment, comme une architecture décorative créée par le peintre, mais en général, en résumant, je voudrais souligner que dans cette période, donc il fallait observer la peinture, mais ce n'était pas assez. Le public devenait le participant du public. La toile, la peinture devient ce dont le public voit. Donc de cette manière, c'est quelque chose se développe progressivement et qu'on peut retrouver dans les arts du XXe siècle. Merci beaucoup pour cette formidable vidéo. Je voudrais commencer notre discussion aujourd'hui en... Donc, Svetlana Almezova a fait cette excursion et la discussion et les commentaires vont être faits par un autre, en fait, un autre collaborateur de l'Ermitage d'État. C'est Madame Galimova. Donc, c'est une question, bien sûr, pour vous. Merci beaucoup pour être avec nous. Je voudrais rappeler à tout le monde que vous pouvez écrire vos questions en cliquant sur le bouton de chat. C'est plus facile à faire pour poser votre question et en plus, vous pouvez poser votre question à voix haute en cliquant sur la main en bas de votre écran Zoom et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions à l'oral ou à l'écrit. Donc, allez-y si vous avez des questions, des commentaires. Et pendant ce temps, je voudrais en fait profiter de ma situation, de mon poste et poser la toute première question. Donc, notre rencontre précédente était consacrée à Matisse et à Choukin. Et donc, c'est la suite de ce thème de la collection de Choukin, qui a collectionné les peintures de Picasso, de Matisse et d'autres. Donc, ça fait 80% de la collection en fait, du musée. La dernière fois, on a parlé des relations entre Matisse et Choukin. C'est pour la première fois que j'ai compris que
euh, делал Матисс для et le sujet de la participation de donneurs d'ordre dans la création de peintres, c'est quelque chose de très important. Et donc, les ordres de Schuken changeaient les créations de Matisse. C'est grâce à Schuken que nous avons Matisse que tout le monde connaît aujourd'hui. Et sans Schuken, peut-être Matisse aurait été différent. Est-ce que on peut dire la même chose de la relation de Schuken et Picasso? Picasso, c'est toute une autre histoire. Comme vous le connaissez peut-être, Schuken préférait de travailler avec les peintres personnellement. Par exemple, si en fait, il allait chez le peintre, c'est quelque chose d'assez rare. Mais après, il a commencé à travailler avec Matisse et je pense que Matisse l'a présenté à Picasso. Et donc, Matisse n'était pas jaloux. Dans ce cas, elle était prête de partager avec le donneur d'ordre. Et donc, il y a eu quelques informations quand Picasso est venu, pardon, Schuken est venu chez Picasso dans son atelier à Paris et Picasso était avec sa compagne Fernanda. Et Schukin se promenait sur son atelier, dans son atelier, il observait ses peintures. Когда ему исполнилось 19 лет, его лечили, и помогло лечение, но с тех пор в моменты сильного волнения Et он снова donc, начинал заикаться. И вот подруга Пикассо, Фернанда, русский, ходил по мастерской и ничего не мог сказать, и страшно et donc заикался. Вот Picasso такое se состояние promenait dans бывает у l'atelier, il ne pouvait Пикассо. rien dire. Щукин ничего в тот момент не купил у Пикассо. И Пикассо очень сильно из-за Schukin n'a этого rien обиделся. acheté cette première fois Во-первых, de у Пикассо была Picasso. очень высокая самооценка. Он себя Et ставил Picasso, выше. il s'est mis Матисса très en покупает, colère у кого-то еще покупает, а у него parce не que покупает. il Кроме se того, disait его на тот pourquoi on момент achète chez были Matisse, mais on n'achète сильные pas chez проблемы с moi. деньгами, в общем-то. Donc, И, наверное, он рассчитывал, il что était en Щукин что-то colère. купит, и это его поддержит, а вот Щукин ничего не купил. И Il, Пикассо il нарисовал ему attendait забавную à ce que картину Schukin lui Щукина achète вот quelque такой chose en вот plus. пришел. А Щукин с такой вот свиным пятачком, таким вот Щукин, свинья такая. И подпись «Месье Щукин», такой Pardon, il y a un рваный problème de буклет, son. рваный шрифт, который должен был передавать речь Щукина, вот как он Donc, говорит, заикается. И вот euh, пока Щукин ничего не приобрел. И, видите, отношения у них не сложились с самого начала. А потом, примерно et через год, donc cette fois-ci, il n'a rien acheté la première fois, mais ensuite, un an après environ, Schukin a acheté sa première toile chez de Picasso, mais il n'a pas acheté de peintre, il a acheté par un intermédiaire. Donc, Picasso voulait se créer une image d'un peintre assez éloigné, assez, en fait, renfermé. Donc, il n'a pas eu de cette bonne relation entre Schukin et Picasso. Donc, il n'y a pas eu d'influence directe de Schukin à Picasso. Donc, c'est toute notre histoire, alors qu'on parle de la même ville, de même, presque même personne. C'est très intéressant. Une question, si possible, sur la collection elle-même, des toiles de la collection. Euh, Picasso est considéré souvent par, surtout apprécié par ses travail, pardon, par ses périodes. Et donc, ici, la question à une personne ordinaire, quelle peinture de Picasso il connaît, il va le tard. Mais donc, le public a vu les peintures
и настолько они не характерны для нашего представления об этом художнике. Euh, Вот, есть ли в Эрмитаже такие нетипичные для donc, Пикассо работы? si И, à l'ermite, что est-ce вы que vous можете avez, рассказать donc le о public a vu quelques peintures qui sont très connues, et est-ce que vous avez quelques peintures pas très typiques dans votre collection? Nous n'avons pas de peintures de sa jeunesse chez nous parce que Shuki ne les aurait pas achetées, mais les peintures précoces qui ont été faites en Espagne sont très académiques. On peut voir à quel point la personne, le peintre, vers ses 18 ans, à quel point il est assez, en fait, talentueux. Et la toute première travail, peinture, c'est la matrice de l'absinthe et qui a été créée par Picasso à l'âge de 20 ans quand il est arrivé pour la première fois à Paris. À cette époque, il comprenait que il avait déjà créé tout ce qu'il pouvait dans la peinture académique. Il voit Paris, les arts de Paris, et il commence à créer ses propres peintures. Et à cette époque, il crée sa toile, la matrice de l'absinthe. Il revient à l'Espagne et commence sa période bleue de sa création. Et nous avons deux portraits de cette période. Et la peinture la plus importante de cette période bleue, nous en avons dans notre collection, cette toile. On disait que Shukin achète Он открыл для себя Пикассо, когда Пикассо писал уже кубистические вещи. Но он quelque chose купил qui ne sont pas très ordinaires. чтобы составить эту картину творчества. А следующий период перед кубизмом — это розовый Donc, период. la période suivante, avant la période du cubisme, c'est la période rose. Et nous n'avons pas de toile de la période rose, malheureusement, à l'Ermitage. Mais ceux qui connaissent les collections russes peuvent s'imaginer la toile qui s'appelle La fille sur le ballon dans un musée de Moscou qui a été acheté par Morozov parce que Shukin n'achetait pas des peintures de la période rose. Et И ему важно было собрать, он donc, за таким авангардом не гнался, как вот Щукин, но ему важно было какие-то ключевые вещи. donc Morozov a pu en fait collectionner quelques peintures d'avant-garde, si on peut dire. Поэтому мы очень надеемся, что тем, кто нас сейчас смотрит, и тем, кто будет Donc, on смотреть espère que notre public d'aujourd'hui et ceux qui vont nous visionner, qui vont nous regarder cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur notre site rushaus.be et mes collègues ont mis dans le chat les liens, le lien à la page consacrée, en fait, où vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toutes les excursions de l'Ermitage d'État, donc, qui dure depuis 2 ans. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces rencontres de l'Ermitage sur ce lien qui est dans le chat. Donc, vous pouvez y cliquer et retrouver toutes nos rencontres avec l'Ermitage. Et bien sûr, le fait que nous avons cette collection cubique qui représente la période la plus remarquable de Picasso, c'est quelque chose qui est associé avec le nom de Picasso, non pas seulement pour nous, mais également ici, dans les pays, dans le monde occidental, parce que il y a beaucoup de dessins qu'on peut retrouver de Picasso dans les antiquités, en fait, pardon, dans
chez les antiquaires parce que Picasso est vraiment un peintre très demandé. Et nous vous sommes très reconnaissants pour cette excursion pour voir la collection de l'Ermitage. Comme nous n'avons pas d'autres questions, je voudrais vous poser une autre question, la troisième, pour vous rappeler, chers spectateurs, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez toujours les partager avec nous à notre adresse email, c'est contact@rushouse.be et bien sûr, on va vous y répondre avec l'aide de nos experts de l'Ermitage. Donc la troisième question, Valérie. Aujourd'hui, on parle toujours des collections de l'Ermitage. Hum, Dans l'œil du public russe, parce que ces collections de l'Ermitage a été créées selon les demandes du public russe des périodes différentes qui ont permis de, en fait, acheter ces différentes peintures et des objets d'art différents. Donc, nous avons parlé de Shukin, qui est un grand sponsor, le mécénat des impressionnistes. Nous avons parlé de Morozov. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs personnes comme lui. Nous avons également évoqué Tretiakov, qui a créé une galerie des beaux-arts à Moscou, qui porte son nom aujourd'hui. Tous ces grands sponsors et mécénates, les historiens de l'art professionnel, bien sûr, ils s'orientaient à ses propres goûts, suivaient leur propre goût, bien sûr, mais également le goût de leur entourage, parce qu'ils achetaient ces peintures non pas seulement pour eux-mêmes. Comment les contemporains de Shukin, de Morozov réagissaient à la collection de Picasso? Est-ce que vous pouvez comprendre ces peintures ou est-ce que c'était la même chose qui est arrivée pendant la rencontre entre Shukin et Picasso? On ne peut pas dire que Shukin suivait les goûts du public. Il était quelque peu extravagant dans ses achats des objets de beaux-arts. Peut-être l'un de mes collègues disait que alors que Shukin avait ouvert sa maison pour le public, il a compris que l'un des visiteurs, en fait, a critiqué l'une des peintures de Monet. Et donc, quand Shukin a mis ces autres peintures, qu'est-ce qu'on peut dire de Picasso? Parce que les cubistes n'ont jamais été très appréciés. Ce n'est pas la peinture qui peut être aimée tout de suite. Quand on rentre dans une pièce pour bien comprendre, apprécier les cubistes. Et bien sûr, cette exposition était bien particulière. Donc, il a mis toutes les peintures sur un mur de Picasso, sur un mur. Donc, c'était quelque chose de bien particulier à voir. Например, Et, один из посетителей сравнивал вот эту комнату с картинами Пикассо с монологом Свидригайлова из «Преступления и наказания», где тот сравнивает вечность с избой, набитой пауками. Вот представьте себе, да, вот эту ассоциацию и вот живопись Пикассо. При этом были те, кто, вот, знаете, тоньше чувствовал атмосферу эпохи. И говорили, что живопись Пикассо очень точно соответствовала духу времени. Потому что, с одной стороны, да, это и прекрасная эпоха, и вот Матисс, его радость жизни, радость покоя, наслаждения и так далее. А с другой стороны, это конец века. И это вот предчувствие всего того, что будет уже в ближайшие годы буквально. Il y avait ce pressentiment qui va arriver. Donc, il y avait des personnes qui ressentaient que ces
peintures qui répondent au goût de l'époque. Et en même temps, Shukin lui-même, И вот какое-то личное ощущение не всегда, on a его l'impression личное ощущение не всегда догоняло чутье que продюсера. И такое ощущение, что он сам ses эту propres платформу choix воспринимал de как Пикассо, Shukin и когда его спрашивали что-то про Пикассо, он говорил, наверное, n'étaient прав pas он, toujours наверное, les mêmes есть que определенный кино, в котором son, en себя fait, ощущают, ses goûts de но не везде, collectionneur. что надо это покупать. Поэтому Donc, Верости Shukin n'aimait такого, peut-être что pas все вроде forcément бы certaines Пикассо peintures, mais on ne le хочет comprenait и pas, mais il avait l'impression qu'il fallait les avoir. Et en même, Ну, это можно было предугадать ваш ответ, тем более, что реакция oui, on французов pouvait le тоже comprendre, on aurait pu le deviner. Et естественно, surtout que la прекрасно réaction комментирует. du public française était Сразу bien, было принято. То есть здесь, я думаю, российское общество не bien знает claire. европейского в Et то pas время toutes les отношения к peintures de Пикассо. Picasso ont été bien appréciées et acceptées. On peut dire Вы que le public знаете, russe n'était pas très différent это, par rapport конечно, au public нереальное parisien сравнение à cette époque. с цитатой из Достоевского, Et но bien sûr, cette comparaison возьму géniale себя в avec счет, и что вы la сказали. citation de Действительно, Dostoïevski qui Пикассо для m'impressionnait beaucoup, Достоевского по parce qu'en поэзии effet, Picasso est très все-таки proche de верующий Dostoïevski в это видение Вселенной dans Божьей. certaines de Действительно, об ses этом стоит idées, помнить. Ну А, да, это и, такой может быть, мир, да. разобранный до основания, dans да, скажем так. И из ses, него собрана новая реальность, ses visions, которая dans sa vision de не nouvelles для réalités. красоты, не для удовольствия. Абсолютно, да. Oui, Но ce n'était которую pas нельзя pour исключить, la что она beauté et pour такая, le да. Ну, plaisir. потому что Oui, мир, absolument. да, мир разный, у нас разные части, разные Donc, стороны. le monde peut Да, être это très мир différent. Достоевского, безусловно. Nous Хотя avons les совершенно другая parties, le эпоха, côté но très différent du monde. C'est le то, что monde de создал Dostoïevski, Достоевский même si c'est une в époque XIX complètement веке, это différente. Mais восхищало. И в ce этом qui a créé реальность Dostoïevski à la fin du культуры 19e siècle, восхищала c'était le précurseur ту de, разобранность, тот модернизм, который de мы уже наблюдаем в ce 20 веке. modernisme, ces séparations Спасибо вам qui большое. commence en deuxième siècle. Думать Merci, au об XXe этих siècle, идеях, pardon. Merci beaucoup. думать об этих сложных картинах, об On этих va высоких идеях réfléchir de или ces людях, peintures благодаря которым мы можем complexes, прожить compliquées, de ces жизнь. peintres Напоминаю еще, merveilleux, что с нами grâce à ces была personnes, Лилия grâce auxquelles on peut Галимова, admirer ces chefs-d'œuvre. Encore une fois, je vous экскурсовод rappelle que nous avons eu дело-экскурсовода, Lilia а Galimova, видеоэкскурсии провела la Светлана collaboratrice Малевич. de И, en fait, de уважаемые гости, уважаемые слушатели, l'Ermitage de l'État et Svetlana Almezova qui a fait la vidéo открываем этот самый excursion. Et chers для participants, ici, on va сезона clôturer ces rencontres de avec l'Ermitage des années 2025-2026. C'était notre dernière vidéo excursion avant les vacances de l'été, mais l'Ermitage reste avec nous jusqu'à la fin de l'année, au moins, c'est sûr. Et on vous attend tous en septembre pour notre prochaine rencontre de soirée avec l'Ermitage. On ne va pas vous annoncer la date de cette rencontre et le sujet. Donc, suivez-nous, suivez nos annonces. Donc, et même si tout va bien, cette rencontre sera en présentiel à Bruxelles. On espère que tout ira bien et on pourra en parler non pas seulement à travers l'écran et en visio. Donc, on est toujours très reconnaissant à tous nos collègues de l'Ermitage pour leur personnel qu'on peut retrouver toujours dans vos excursions et bien sûr la direction de l'Ermitage de l'État pour la possibilité d'organiser ces rencontres avec l'Ermitage online sur la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Si vous voudriez dire quelques mots de clôture, allez-y. Oui, je voudrais vous remercier bien sûr pour votre intérêt vers l'Ermitage. Comme notre directeur dit, l'Ermitage, c'est la culture mondiale racontée en langue russe, en fait. Et j'espère
que, bien sûr, nos rencontres vont continuer. Et je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles vacances et à la prochaine rencontre.